Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure au menu de ce matin. Élection présidentielle du 28 décembre 2025. Plusieurs partis politiques ont déjà annoncé leur intention de présenter des candidats. Mais nouveauté cette année, la nouvelle constitution récemment adoptée et promulguée autorise désormais les candidatures indépendantes. Une innovation qui attire déjà l'attention puisque parmi ces candidats indépendants figurent certains leaders politiques issus de formations politiques également. Cette ouverture saluée par certains comme un signe d'inclusivité suscite toutefois des interrogations sur les risques éventuels de dérive ou d'activités illégales. Pour en débattre, nous recevons ce matin Jean-Marc Teliano, il est président du parti RDIG. À Madagascar, la situation politique reste très confuse. Depuis plus de 17 jours déjà, la rue gronde, les manifestations se multiplient pour dénoncer la gouvernance du président Andry Rajoelina. J'y arrive dimanche, un contingent militaire ayant rallié le mouvement social Gen Z a affirmé contrôler désormais l'ensemble de l'armée malgache. Le chef de l'État, de son côté, dénonce une tentative de coup d'État. Il exclut toute démission et appelle au respect de la Constitution depuis un lieu tenu secret. Il assure être en sécurité après ce qu'il qualifie de tentative d'assassinat. Pendant ce temps, des milliers de manifestants rejoints par des militaires ont envahi les rues d'Antananarivo pour réclamer son départ. Il faut un imbroglio politique, j'y arrive, que nous tenterons de décrypter dans la deuxième partie de cette émission. Le scanner, enfin, en France, reconduit à son poste 2 jours après sa démission. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reste pour l'instant le choix assumé du président Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement a présenté en partie la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale baptisée Lecornu 2 après la rupture avec sa première. Un gouvernement remanié mais déjà sous tension, tandis que le Rassemblement national RN a aussitôt exclu ses membres nommés ministres. À gauche comme à droite, les menaces de sanctions et de censure se multiplient. Analyse et décryptage des débatteurs à suivre dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes. Vous êtes sur Kavi TV si vous nous regardez à la télé. Vous êtes forcément sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Vous êtes à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM. À l'AB, notre partenaire Beta FM relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Kavi TV vous accompagne si vous êtes sur Facebook. Sur YouTube, vous avez Kavi Média. Sur Instagram et TikTok, également notre application mobile qui vous accompagne, Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Sur notre site d'information siaminfo.com. Vous pourrez également nous suivre en direct dans cette émission ou sur d'autres plateformes. Vous pourrez être au cœur de nos programmes sur ce plateau avec moi pour débattre des différents sujets. L'équipe au grand complet. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Et j'aimerais, pour commencer, attirer, avant de passer l'attention de la SONAP, justement, puisqu'il faut comprendre que depuis encore dimanche dernier, on a assisté à la grève des transporteurs de citernes, des conducteurs de citernes ici. On nous dit qu'il n'y a pas de crise d'essence dans le pays, mais ce qui est sûr, ça persiste dans les stations. Les stations d'essence sont à sec et depuis dimanche dernier jusqu'à ce mardi matin, aujourd'hui, on a du mal à s'approvisionner en essence. Donc, la SONAP doit vraiment nous dire ce qui ne va pas. Dans le pays, il n'y a pas de crise d'essence ni de carburant.
Mais dans les stations d'essence, ça laisse à désirer. Laisse à désirer. Et un constat fait ce matin par beaucoup de citoyens guinéens. Je pense que la SONAP va prendre des dispositions idoines pour mettre fin à cette crise qui ne fait que durer, il faut le dire, malgré les assurances données par la SONAP il y a quelques jours. Fatou Kébé et la Queen, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Vali Guilavogui, journaliste, communicant, masterant en communication politique et publique. J'y arrive, chaque fois j'ai des problèmes avec cette prononciation. Masterant en communication politique et publique, journaliste. Bonjour Vali. Oui Abdallah, bonjour, bonjour co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous pratiquent sur Kavi Média. Et heureux de te retrouver une nouvelle fois dans cette émission Le Scanner. Oui, le plaisir est partagé. On commence par ce premier sujet, élection du 28 décembre 2025. Je l'annonçais tantôt, plusieurs partis politiques ont déjà annoncé leur candidature. Mais la grande nouveauté, c'est la candidature indépendante, une innovation qui attire déjà l'attention, d'autant que parmi ces candidats ou ces candidats indépendants figurent certains leaders issus de partis politiques. Une ouverture saluée par certains comme un signe de vitalité démocratique, mais qui soulève aussi des inquiétudes sur de possibles dérives. Oui, il faut dire que c'est une bouffée d'oxygène aujourd'hui à laquelle nous assistons, dans la mesure où depuis 2 décennies, on a assisté à une caporalisation de la vie politique par des partis classiques. Et ce, depuis 1991. Oui. Après la conférence de la Baule, la plupart des formations politiques qui se présentaient, ou des candidats qui se présentaient, étaient généralement issus des formations politiques. Donc il a fallu attendre le coup d'État du 5 septembre pour qu'on assiste, si vous voulez, au renouvellement de la classe politique avec cette nouveauté, parce que même si vous aviez peut-être la chance, la possibilité de briguer la magistrature suprême, il y avait une impossibilité. Il fallait forcément militer au sein d'une formation politique. Ce qui, de l'avis de certains, est une grosse ouverture, une bouffée d'oxygène, notamment pour les cadres qui ne militent pas au sein des formations politiques, mais aujourd'hui qui peuvent participer au développement de leur pays en se présentant. Cependant, il faut dire qu'il y a un verrouage. C'est vrai qu'on parle d'ouverture, à la fois ouverture, mais verrouage, ouverture démocratique peut-être, parce qu'il y a une sorte de pluralité. Mais il y a à pluralité et inclusivité. Oui, inclusivité. Chacun se retrouve peut-être concerné par cette présidentielle. Voilà, mais à l'interne, on assiste à une sorte de verrouage dans la mesure où la loi ne donne pas la possibilité à tout le monde de se présenter. Il y a un cadre légal, un cadre législatif qui détermine notamment les conditions. Donc aujourd'hui, avoir un peu ces conditions, je pense que ceux qui prétendent se présenter doivent faire beaucoup attention. Il faut prendre le temps de lire non seulement la Constitution, et surtout le code électoral qui vient juridiquement encadrer la prochaine présidentielle. Le code électoral qui reste introuvable. Oui, le code électoral naturellement. Oui, le code électoral naturellement qui reste introuvable pour l'instant. Mais je ne sais pas si vous avez lu l'interview du porte-parole du gouvernement. Oui, qui a dit que c'est disponible. Voilà, il dit que c'est disponible. Peut-être qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas multiplié beaucoup pour que tout le monde ait ça, mais il parle quand même de la disponibilité. Et je crois puisqu'il y a certains avocats de renom qui ont quand même reçu ce code électoral. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que ce code électoral n'est pas publié. C'est publié, peut-être que c'est non accessible à tout le monde. Voilà, ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu, disons, le chemin d'assaut de tous les acteurs sociopolitiques qui vont prendre part à ce scrutin. Aujourd'hui, ils doivent prendre le temps de lire toutes les dispositions, de les comprendre, de faire une lecture juridique avant de s'y lancer. Parce que quand vous parcourez au niveau de certaines dispositions, il y a quand même, on a comme l'impression qu'il y a des verrouages. La candidature indépendante, puisque c'est de ça qu'il s'agit, voilà, on ne devient pas candidat indépendant
fortuitement, il y a des conditions à remplir. Par exemple, il faut avoir le soutien de 30% des maires, puisqu'on n'a pas de maire, mais disons des délégations spéciales, sur 70% du territoire. Ça, c'est un problème. Parce qu'il faut avoir le soutien, si vous voulez, de la quasi-totalité des présidents, des délégations spéciales qui ont été mises en place. Dites-moi aujourd'hui, quel est ce candidat-là, indépendant, qui peut avoir 30% de soutien, 30% de signature, donc de la quasi-totalité des mairies ou des délégations spéciales qui ont été mises sur pied. Ça, c'est un problème. Et de l'autre côté, c'est que le candidat doit sillonner l'ensemble du territoire. Il y a un problème de moyens qui va se poser. Parce que il faut aussi avoir un réseau humain, où les gens pourront, par exemple, se bousculer. Une base solide. Un électorat solide. Voilà, donc il y a ce problème qui va se poser, le problème de moyens, le problème de logistique. Donc il y a une panoplie de conditions à l'interne, même du code, aujourd'hui, que les candidats doivent chercher à lever, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les moyens pour venir payer de l'argent. Mais si vous ne pouvez pas, par exemple, lever ces conditions-là, vous allez prendre part à ces élections, vous n'allez pas obtenir même les 5%. Vous n'allez même pas pouvoir prendre part. Voilà, donc il y a... c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène. On assiste aujourd'hui à cette candidature indépendante parce que Abdallah peut être candidat, je peux être candidat, madame peut être candidat, chèque, la même chose, mais il y a des conditions à l'interne, des conditions de restriction, il y a du verrouage. Et donc, par rapport, si vous voulez, à cette candidature indépendante. Donc, à la fois, on s'est dit, est-ce qu'il y a eu une véritable ouverture? Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas aussi donner la chance à tout le monde. Sinon, si on laisse le champ libre, ça veut dire que une foire, alors. Voilà, si on laisse le champ libre, ça veut dire que même des terroristes peuvent être candidats. Vous insistez sur ce mot. Oui, des vendeurs de drogue peuvent être candidats. Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Non, quand on parle de terrorisme, ce n'est pas simplement ceux qui prennent les armes. Oui, je comprends. Voilà, on parle du blanchiment peut-être. Voilà, le blanchiment de capitaux, je pense que ça fait partie un peu du terrorisme. Oui, ce qui est très important. Oui, Moussa Cheikh Camara, votre analyse par rapport à cette ouverture, à la fois ouverture selon Fally et un blocus à l'interne et déguisé, s'il faut le dire ainsi aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que c'est la même chose pour ces candidatures indépendantes? Vous craignez que des terroristes, comme il l'a dit, je répète ces mots, moi je préfère que ce soit des bandits à col blanc et qui viennent peut-être blanchir des capitaux se retrouvent en République de Guinée. En tout cas, c'est déjà une disposition qui fait des émules, d'accord, au sein de la classe politique, puisque aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'il y a une sorte de crainte au niveau des acteurs politiques, surtout ceux qui représentent des formations politiques, et puisque aujourd'hui, des simples personnalités, d'accord, peuvent se présenter candidats à cette élection présidentielle. Donc, la candidature libre, elle est ouverte. Fally parle d'une ouverture aussi, à la fois des verrouillages qui sont là, mais des verrouillages qui existent à l'interne, c'est-à-dire dans le fond. Mais sur la forme, on voit que c'est une opportunité pour tous les Guinéens aujourd'hui de se faire des renommées, d'accord, de se faire des noms, puisque aujourd'hui on a vu, il parle des moyens. Aujourd'hui, la caution pour participer à cette élection, pour candidater à cette élection présidentielle n'est pas encore fixée. Bien entendu que des commissions ont été mises en place dans ce cas de figure-là, mais il y a des acteurs qui, sachant qu'ils n'ont pas de moyens, mais qui peuvent aujourd'hui se porter candidat à cette élection présidentielle, sachant qu'ils n'auront même pas de moyens de payer la caution qui sera fixée. Donc ça va être inaubaine. Il fallait commencer par parler d'inaubaine. Ça va être inaubaine pour ces personnes-là de se mettre sous les projecteurs. Puisqu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a vu depuis la mise en place des commissions, on a vu des 16 personnalités qui sont déclarées, qui se sont portées candidats. Il y a parmi ces personnalités, il y a des personnalités politiques qui ont décidé aujourd'hui. Des présidents de formation politique. Voilà. Notamment Dr Ben Youssouf Keïta. On a Étienne Soropogui. De nos valeurs communes. Oui. Donc de nos valeurs communes. Étienne Soropogui d'ailleurs, qui appartenait à la coalition ANAD de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, les gens. Même Seboumbaye, qui est le président du parti
partie des Guinéens pour la Guinée, c'est pas voilà, quelque chose il comme y a ça. beaucoup qui vont profiter de cette opportunité-là pour laisser non seulement leur parti politique, étant donné qu'ils ont des formations politiques, mais ils vont préférer à se reconvertir, d'accord, en tant que candidat indépendant. Et c'est pourquoi j'ai aimé récemment une des sorties du président du parti Rassemblement Guinéen du Travail, je veux parler de Ousmane Dadi Camara, qui a demandé aujourd'hui à l'État de sanctionner tous ceux qui viennent pour un semblant d'honneur, faire un semblant d'honneur, se porter candidat à cette élection présidentielle, étant donné qu'ils sachent réellement qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Non seulement vous venez... C'est aller trop loin, on parle de démocratie. Non, mais de la démocratie... on n'a pas de caution, on n'a pas de caution, on n'a pas de plafonnement. Je suis d'accord. On parle de cette ouverture. Si tu n'as pas de caution, tu quittes. On parle de cette ouverture. Mais ça va être d'ailleurs une opportunité. Non, Yamoussa, quand tu viens dans une pharmacie et que tu demandes un produit, la pharmacie, c'est le lieu où le produit est très cher. Si vous n'avez pas les moyens, vous sortez. Ben, c'est la même chose. On est en politique, on n'est pas à Madina. Non, mais attention, je ne parle pas de Madina là. Je parle d'une pharmacie. Une pharmacie, ça nous ramène dans le commerce de toute façon. Non, attention. On est en politique, Abdallah. Qu'à cela ne tienne, ouverture ou pas, mais aujourd'hui, il faut comprendre, parce que si je dis cela, vous devez comprendre que cette ouverture qui existe, elle est beaucoup plus grande que des verrous qui existent aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on a la possibilité de faire un rétro-pédalage si on n'a pas les moyens, d'accord? Donc, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de menaces, il n'y a aucun problème. Donc, je viens pour tester, je viens pour m'annoncer, je viens pour me faire des noms, et puis on dit je suis candidat. Donc, politiquement parlant, ça fait l'affaire de beaucoup de personnes. Sauf que vous pourrez aussi remplir toutes les conditions et que la commission chargée de la validation des candidatures n'accepte pas votre candidature. Ça, c'est là également, est-ce qu'on doit sanctionner ces personnes? Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais on parle de déclaration sur honneur. C'est-à-dire, n'importe quel Guinéen aujourd'hui, vous avez envie de vous présenter en tant que Guinéen, d'accord, pour briguer la présidentielle, pour être candidat à la présidentielle. Donc vous pouvez vous présenter, même si vous sachez déjà, on me signale déjà que notre invité est déjà au bout du fil. Vous ne pouvez pas remplir tous les critères. Donc ça pose problème. Je vais devoir vous interrompre. On me signale que Monsieur Jean-Marc Teliano, président du parti RDIG, ancien ministre, est déjà au bout du fil. Monsieur Teliano, bonjour, bienvenue dans le scanner. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Oui, bonjour, le plaisir est partagé. On parle de cette candidature indépendante en République de Guinée pour les prochaines gestions électorales en Guinée. On parle de la présidentielle, pourquoi pas des législatives à venir. Accentuons-nous sur la présidentielle. Aujourd'hui, vous interrogez notamment sur ces candidatures indépendantes et vous avez des réserves. Est-ce qu'on peut savoir ces réserves et pourquoi aujourd'hui vous êtes assez méfiant? Oui, je vous remercie beaucoup, David TV. Moi, je n'ai pas de problème particulier par rapport aux candidatures indépendantes. Oui. Mais j'ai des griefs. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons ici du couronnement du budget de la campagne. Ok. Vous savez la mentalité des Guinéens. Et je peux dire que 75% de la population guinéenne est analphabète. Et vous n'êtes pas sans savoir comment se passent les campagnes. On donne 50 000, embarquez-vous dans un bus, un t-shirt, 100 000, un t-shirt. Admettons que quelqu'un qui soit guinéen, parce que on ne peut pas être candidat si on n'est pas guinéen. Monsieur Teliano, ce que vous annoncez là est très grave. Hein. Si vous dites que les électeurs sont quand même, on donne 50 000 instrumentalisés. Merci, c'est le mot. Non, n'extrapolez pas ce que... Vous avez parlé de 50 000 et d'un t-shirt, hein. C'est vous qui l'avez dit. C'est comme ça les campagnes se font, selon vous, en Guinée. Non, j'ai dit, je reprends mes propos. Allez-y. Je dis, vous savez très bien comment les campagnes se passent en Guinée. Nous avions par le passé, que ce soit au moment du RPC, le parti au pouvoir toujours. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir de l'achat des consciences. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça se fait. Oui, donc, on donne l'argent à la pauvre population et les faire embarquer dans les véhicules. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça se fait.
Et ça continue à se produire. Bon, quelqu'un va quitter, qu'il soit guinéen, il quitte l'extérieur. Nous ne connaissons pas la provenance de ces sous, de ces fonds. Il vient, il propose par exemple, dans chaque préfecture, 200 000 $, 300 000 $, votez pour moi. Vous pensez que la pauvre population, avec la galère que nous vivons présentement en Guinée, ne vont pas voter? Ils vont voter. Ils vont voter. Donc vous craignez un achat de conscience? Je crains l'achat de conscience et surtout la provenance des ressources. Donc les sources de financement. Voilà. Les sources de financement, je crains pour ça. On peut prendre un criminel, peut venir de quelque part. Hein? Ou je ne sais comment vous l'expliquer, ou un narcotrafiquant, par exemple. Je prends un exemple. Il vient avec ses sous. Nous ne connaissons pas la provenance des ressources. Il vient, il achète la conscience de la population guinéenne, qui n'a aucune base, aucun ancrage politique, n'est connu nulle part de qui que ce soit. Mais les biens de banque étant le maître, il achète les consciences. Vous pensez que lui, il ne va pas tirer son épingle du jeu? Monsieur Teliano, est-ce que vous ne craignez pas d'être fragilisé? Quand je parle de fragiliser, je veux parler des formations politiques, d'être fragilisé par ces candidatures indépendantes. Est-ce que ce n'est pas réellement votre crainte, au-delà de tout ce que vous venez d'expliquer ici à travers votre intervention? Monsieur, moi je ne crains pas, vous savez, moi je ne crains jamais quelqu'un qui n'a pas affronté les urnes. J'ai participé à toutes les élections dans mon pays. Donc je n'ai pas peur de quelqu'un qui n'a pas affronté les urnes. Fragilisé, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas peur. C'est juste une question. C'est juste une question. Voilà. Non. Moi, je ne parle pas de fragilisation. Moi, je parle de la réalité de la candidature indépendante. C'est la réalité que je parle. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez cette candidature indépendante comme un élargissement politique ou démocratique, ou tout simplement un risque de confusion politique entre les deux? Un risque. Non, c'est un risque. Et un risque très dangereux. Très dangereux. Allez, Mfali. Oui, monsieur Teliano, bonjour. Oui, bonjour, oui. Aninou Kende? D'accord, merci. Alors, moi, je vais poser la question. Ma question est la suivante. Le paysage politique s'est recomposé. Habituellement, on sait qu'en 2020, notamment, vous êtes allé en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. En 2010, vous avez pris part à cette élection nationale. On se rappelle encore que lors de la proclamation des résultats vous avez été oublié. Voilà, on vous avait même oublié. Aujourd'hui, la classe politique a été recomposée avec l'instauration de la candidature unique. À vous entendre parler, pour vous, c'est une menace. C'est une menace dans la mesure où la plupart des formations politiques qui avaient une base politique, notamment le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR, pour l'instant, ne se sont pas encore déterminés. Laissez-moi finir, c'est une question. Voilà, alors, ne font pas partie, en tout cas, du schéma qui a été, en tout cas, présenté par la DGE. Alors, habituellement, vous prenez part à des élections à travers des alliances. J'ai envie de savoir, puisque ces formations politiques ne sont pas là, est-ce que c'est une menace pour vous? C'est la première question. L'autre, la deuxième, c'est vrai ce que vous évoquez, mais aujourd'hui, vous, du RDIG, dites-nous, parce que ça fait très longtemps, on n'entendait pas parler de votre formation politique, et le schéma qui se présente tel qu'il est aujourd'hui, on va assister à un morcellement de l'électorat. Comment allez-vous faire, notamment pour pour consolider l'électorat de votre bastion? Parce que quand on prend notamment votre bastion politique qui est la région forestière, il y a notamment le bloc libéral qui est aussi une menace pour vous. Voilà, c'est vous qui parlez de menace, et pour votre information, les alliances se composent en deuxième partie.
on commence pas par les alliances. Moi, je n'ai jamais commencé par les alliances. Les alliances, c'est après le premier tour. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. En plus de ça, moi, je n'ai pas peur de menaces. En politique, les menaces ne sont que, je peux dire, ne sont pas des choses qu'un vrai politicien doit craindre. Donc, moi, je n'ai pas peur de menaces. Les Guinéens sont sur les mêmes pieds d'égalité. Chacun peut présenter sa candidature. Moi, je parle de la candidature unique. Indépendante. Au sources de financement. Oui, mais c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur, M. Teliano. Non. Moi, je n'ai pas peur de menaces. Hein. Mais si j'avais peur de menaces, est-ce que je pouvais candidater? Non. Si c'est des menaces, le RPG était au pouvoir. Mais j'ai été candidat. Le RPG était au pouvoir. En 2010, en 2020, j'ai été candidat. J'ai eu ce que je devais gagner. Je suis parti, comment dirais-je, à l'Assemblée nationale. Je suis parti sur mon propre label. Je n'ai pas peur de ça. Est-ce que vous, M. Teliano, oui. Moi, je ne suis pas un homme qui a peur de confrontation. M. Teliano, dites-nous, est-ce que vous allez soutenir naturellement la candidature d'un commis du CNRD, si jamais il y avait cette candidature, que ce soit un membre du gouvernement, un membre du CNRD, allez-vous vous rallier, si vous voulez, à cette candidature? Mais, monsieur, je suis déjà, mon candidat, mon parti déjà doit présenter un candidat. Mais vous dites une chose et son contraire. Comment mon parti peut présenter un candidat et soutenir un autre candidat? On parle d'alliance, on parle d'alliance. Est-ce que vous pourriez aller en alliance, peut-être? Mais non, vous savez, en politique, c'est de bonne guerre. Je verrai là où se trouve mon intérêt. Donc, c'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu, alors. Donc, je ne vous ai pas dit que c'est pas exclu. Je dis que je verrai là où l'intérêt du parti est pour faire des alliances. Alors, monsieur Teliano, moi j'ai envie de vous poser cette question. Vous parlez de source de confusion quand on vous a posé la question tout à l'heure par rapport à cette possibilité. Risque de confusion politique. Voilà, risque de confusion politique par rapport à cette possibilité de candidater de manière indépendante à la présidentielle future. Mais d'ores et déjà, il y a des acteurs politiques, des leaders politiques qui se sont reconvertis. Je veux parler des leaders tels que Dr Ben Youssouf Keïta, Etienne Soropogui, qui ont décidé de se porter indépendamment candidat à cette élection présidentielle. Que pensez-vous de cette reconversion? Moi, je ne parle pas de particularité ici, je parle de cas général. Etienne Soropogui est connu sur l'arène politique nationale. Ben Youssouf, qui était de l'UFDG, est connu sur l'arène politique nationale. Je ne parle pas de particularité, je parle du cas général. Parce qu'il y a des candidats indépendants qui ne sont pas connus sur l'arène politique nationale. D'où viennent ces candidats? Leur source de financement. C'est ça ma crainte. Parce que la compétition est faite pour tout le monde. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est les candidats indépendants qui ne sont pas connus sur l'arène politique nationale. Oui, justement, vous parlez de risque de confusion pendant que les acteurs politiques qui sont connus dans l'arène politique nationale sont là en train de se reconvertir. Alors, pour eux, est-ce que ça veut dire, justement, je vais dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que les autres? C'est vous qui le dites. Par exemple, qui ne sommes pas sur la même longueur d'onde que d'autres. Quel est le parti politique qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord pour les candidatures indépendantes? Je vous dis, je suis en train d'exprimer mon inquiétude. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas faisable. C'est la loi. C'est la loi qui décide qu'il y ait des candidats indépendants. Vous avez posé la question. C'est mon inquiétude que je suis en train de manifester. C'est ça mon problème. Je parle en tant que citoyen. Je parle en tant que Guinéen. En tant que Guinéen, oui, Fatou Kébé, pour ta question. Monsieur Teliano, vous parlez de crainte ici par rapport à cette candidature indépendante. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que le peuple de Guinée pourra quand même voter pour quelqu'un méconnu du public guinéen, soit à cause de la richesse ou quelque chose d'autre que cela? Ah, mais bien sûr, vous savez comment ça se passe. Hein? Je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Nous avons vu les gens ici donner 50 000 pour faire embarquer les gens. Nous avons vu les bus ici, bombés. Moi, j'ai rencontré près de 700 bus à Kankan. Ça m'a trouvé à Kankan, à un moment donné. Mais chacun
avait au moins une enveloppe. Vous pensez que les gens là sont partis par obédience ou bien les gens là vont voter parce que c'est leur choix? Je vous dirais non. Il s'agit quand même d'élire, de choisir quelqu'un qui va venir gouverner pendant plusieurs années. Mais peu importe, la population est à moitié analphabète. À moitié analphabète, vous pouvez aller trouver ma grand-mère au village là-bas, à Gekedou. Vous lui donnez un sac de riz. Alors, 200 000 francs pour acheter sa conscience. Alors, M. Telianou. Vous pensez qu'il ne va pas voter pour la personne qu'il n'a jamais connue? Selon vous, M. Telianou, est-ce que votre crainte ne se trouve pas de cet autre côté, parce qu'on dit que n'importe quel Guinéen peut se porter candidat sans être investi par un parti politique? Pendant ce temps, le président Mamadi Doumbouya ne s'est pas encore prononcé, mais vous savez que cette candidature indépendante lui donne la voie de se porter candidat à cette présidentielle. Étant donné que votre parti va porter un autre candidat aussi à cette élection présidentielle, est-ce que votre crainte ne se trouve pas à ce niveau également? Non, mettez le président, le général Mamadi Doumbouya, au-dessus de la mêlée. Pour le moment, il n'est pas candidat. Oui. En ce que je sache. Oui, ça c'est. Le débat n'est même pas posé, il n'est pas posable pour le moment puisqu'il n'est pas candidat et ne l'a pas dit. Mettez-lui au-dessus de la mêlée. Merci. Allez, Mfali Guila. Oui, monsieur Telianou, quelle est votre grille de lecture par rapport à la recomposition du paysage politique, puisqu'il y a des partis classiques, des partis représentatifs comme l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, qui sont out aujourd'hui. Quelle est votre grille de lecture par rapport à ça? Est-ce que c'est une restriction? Est-ce que c'est un bâillonnement, si vous voulez, selon vous, ou c'est une chance, un pain béni pour des partis, des petits partis comme le RDIG? Le RDIG n'est pas un petit parti, rectificatif. Pour des partis comme le RDIG, a participé à toutes les élections. Oui, mais en matière de représentativité, monsieur Telianou, on va se comprendre. Oui, Mfali, on va pas trancher, on va laisser. Mais en matière de représentativité, on va aller sur des partis, Mfali, on va éviter des superlatifs. Allez-y, monsieur le président. Monsieur le président, d'accord. Un grand parti comme le RDIG qui a déjà... On retire le mot. On retire le mot. Non, laissez les électeurs apprécier. Oui, c'est important. Un parti ne peut pas être petit et qu'il ait 5,93 et que sa caution ne lui soit remboursée. Attention. Oui, c'est vrai. Nous avions vu des partis qui ont eu 0,0, qui se sont bombés la poitrine ici, mais qui ont perdu leur caution. Et moi, toutes les cautions que j'ai versées m'ont été remboursées. Attention. Rectifiez vos propos. Oui, on retire le mot. On retire le mot, monsieur Telianou, alors je retire le mot. Alors, votre formation politique, hein, donc allez-y, on sait que vous avez pris part à la plupart des élections nationales dans ce pays. À toutes les élections. D'accord, que ce soit par alliance ou autre, mais on sait quand même que le RDIG... On va en alliance au second tour. Je n'en disconviens pas. On se présente d'abord. D'accord, alors je retire le mot, monsieur Telianou. Oui. Hein, donc, quelle est votre analyse alors sur la recomposition du paysage politique guinéen après l'annonce faite par la DGE? Vous avez suivi ces 50 candidatures de formation politique annoncées et ces 16 candidatures indépendantes. Déjà, moi, le paysage politique, parce que Mfali avait posé une question qui m'a l'air très intéressante par rapport... comme il a dit, l'exclusion, selon lui, des grandes formations politiques que je considère comme des alliés, des collaborateurs. Moi, pour la paix, pour que la paix règne dans la cité, moi je souhaiterais un appel solennel que je lance au général Mamadi Doumbouya et à son gouvernement, vraiment de ramener ses frères, ses pères autour de la table pour que les élections soient inclusives. Voilà, moi, mon appel. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous estimez qu'il y a quand même cette urgence d'organiser un cadre de dialogue? Oui, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Jamais. Si c'est pour la paix,
on peut se sacrifier pour que la paix règne dans notre pays. Est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle en vue ne sera pas inclusive sans ces formations politiques mentionnées, le RPG, l'UFDG, entre autres? Mais, messieurs, un père de famille, dans une famille, vous donnez à manger à vos enfants. Il y a 3 enfants qui sont exclus, ne pas manger. Vous pensez qu'il y aura l'harmonie dans la famille? Sauf que les règles du jeu selon les MATD, les règles qui doivent permettre à ces partis d'être candidats n'ont pas été respectées. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Bien. Il n'est jamais tard. On peut les ramener autour de la table, discuter, parce que la Guinée nous appartient à nous tous. Nous devons nous regarder en face et se dire la vérité. De la Guinée, parler de l'avenir de la Guinée. Est-ce que Jean-Marc Teliano sera candidat du parti RDIG à la présidentielle en vue? Si le parti m'investit, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Bien. Jean-Marc Teliano, président du parti RDIG. Avec lui, nous avons en tout cas parlé de ce sujet très très important, candidature indépendante, des inquiétudes et des interrogations des acteurs politiques. Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission, Le Scanner. C'est à moi de vous remercier. Merci bien. On parle de cet autre sujet, on prend la direction de Madagascar, où la situation politique reste extrêmement tendue depuis plus de 17 jours. La rue gronde et les manifestations se multiplient contre la gouvernance du président André Rajoelina. Dimanche, un contingent militaire ayant rejoint le mouvement social Gen Z a affirmé contrôler désormais la quasi-totalité de l'armée. Le chef de l'État lui dénonce une tentative de coup d'État, refuse toute démission et appelle au respect de la Constitution depuis un lieu tenu secret. Une situation très, très confuse, Fatou Kébé. Bien sûr, Abdallah, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que la contestation de ce mouvement Gen Z qui a commencé par contester le manque d'électricité et d'eau dans le pays aujourd'hui se transforme en ce qu'ils appellent la démission en une révolution. Avec que le président beaucoup de revendications. André Rajoelina démissionne. Bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas dans le pays apparemment. Après, comme on appelle selon nos confrères de RFI, il s'est envolé avec sa famille vers une destination inconnue. Hier, il a quand même essayé de diffuser, donc disons il a diffusé, comme on appelle un discours à travers les réseaux sociaux, qu'il n'a pas pu faire cela, comme on appelle à travers la télévision nationale, parce que les militaires avaient déjà envahi les lieux, ce qui est impossible. Et aujourd'hui, lui-même, il parle de sa non-démission. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir jeter l'éponge. Si ça ne va pas, si hier, comme on appelle, les contestations se rimaient ou, comme on appelle, étaient juste autour des mots de ce qui ne va pas dans le pays. Aujourd'hui, c'est une révolution, vous venez de le dire. Tout le pays demande, presque, en tout cas la quasi-totalité, demande la démission du président qui n'est même pas dans le pays en ce moment. Il faut savoir... Selon le confrère du RFI. Exactement, selon lui, qu'il est dans un lieu tenu secret. Donc, il n'a pas dit qu'il a quitté le pays. Donc, pour le moment, il faut toujours apporter cette précision. Il faut apporter cette précision, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'il sache, s'il ne répond plus à l'attente, s'il ne répond plus aux attentes, comme on appelle, des Malgaches, il faudrait quand même qu'il essaye peut-être de se retirer pour ne pas que, comme on appelle, ça tourne... Ça tourne mal parce que ça vire au vinaigre parce que je crois que c'est comment on appelle, c'est ce que font, c'est cette erreur que font plusieurs présidents, comme on appelle surtout africains, qui refusent, si la population ne veut plus et qu'il n'y a plus de compromis, pas d'entente, ce qu'ils demandent, vous ne pouvez pas répondre à cela. Vaut mieux quitter avant que ça ne soit trop tard. Bien, voilà. Ce qui est très bien compris. Fali Guilavogui, quelle perspective alors de sortie de crise pour Madagascar? Madagascar aujourd'hui qui reste secoué, une crise très très aiguë puisque l'armée, moi j'ai suivi l'intervention de l'armée qui pour l'heure
dit ne pas prendre le pouvoir. Donc, reste du côté du peuple. Pendant ce temps, le président reste introuvable, réagit à travers les réseaux sociaux. La télévision nationale est encerclée. Aujourd'hui, on ne sait plus qui dirige le Madagascar. Aujourd'hui, on n'a plus de vue. Et la communauté internationale reste silencieuse quant à cette situation du côté de Madagascar. Quelle perspective alors de sortie de crise pour éviter qu'elle ne s'embrase? Oui, il faut dire que la situation à Madagascar, telle qu'elle se présente aujourd'hui, il y a notamment trois scénarios. C'est que le premier, on est dans une situation de quiproquo politique, dans la mesure où on peut dire l'ancien président, puisque pour l'instant c'est vrai, on est dans une situation de coup d'État mais inachevé. Oui. Inachevé dans la mesure où les mutins qui se sont rangés du côté du peuple, de la jeunesse qui est à l'origine de cette révolution, pour l'instant n'ont pas encore fait une déclaration comme quoi alors ils prenaient le pouvoir. Donc on a comme l'impression qu'il y a une négociation à l'interne, une négociation qui est en cours, mais qui mène cette négociation, ça devient un peu complexe dans la mesure où on a comme l'impression que derrière tout ça, il y a des puissances, il y a un jeu géopolitique. Il y a un enjeu géopolitique. Géostratégique derrière, parce que vous avez les coups d'État ont besoin d'une reconnaissance internationale. Vous pouvez être populaire, vous pouvez avoir la légitimité à l'interne, vous pouvez caracoler, si vous voulez, la foule derrière vous, mais une fois encore, si vous n'êtes pas reconnu à l'international, ça devient un problème. Donc aujourd'hui, l'élite qui s'est rangée du côté du peuple a écouté, parce qu'il y a un chef d'état-major qui a été nommé mais pour, récemment. Voilà, récemment. Mais pour l'instant, je pense que André Rajoel détient encore une partie du pouvoir. C'est vrai qu'on ne sait pas là où il est. On apprend, selon nos confrères de RFI, qu'il a été exfiltré. Donc, pour un lieu sûr, on ne sait pas il est dans quel pays. Mais, comme madame le disait, hier, il a publié notamment une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il a enregistrée. Donc, aujourd'hui, légalement, il demande le respect de la Constitution. Voilà, de la Constitution qui reste en vigueur. Parce que, pour rappel, il a été élu en 2023 et donc son mandat doit prendre fin en 2028. Il a été réélu. Oui, alors. Réélu, oui. Voilà, réélu. Bien. Parce que ça fait la deuxième fois. Donc son mandat devrait prendre fin en 2028. Donc c'est un mandat qui est aujourd'hui écourté. Premier scénario, soit il accepte de démissionner. De démissionner pour que les militaires achèvent le coup d'État et qu'une transition s'installe naturellement. Là également, il y a un problème. Hein, non, il n'y a pas de problème. Il peut démissionner et que la situation soit non maîtrisable. Parce que là, on peut avoir deux camps. Vous avez dit qu'il y a une crise et une négociation. En fait, la gendarmerie qui le soutenait, et qui, selon les ONG, qui est à l'origine des bavures, une partie s'est déjà rangée. Et l'autre partie, il faut voilà, une grande partie s'est rangée. Mais on se pose encore la question, est-ce que toutes les garnisons du pays aujourd'hui sont maîtrisées? La réponse est non. Donc, d'où d'ailleurs cette confusion. Donc, aujourd'hui, il a soit une porte de sortie en démissionnant, soit il démissionne et il laisse l'élite aujourd'hui qui est en train de contrôler la situation, achever le coup d'État, notamment mettre en place des institutions pour la transition et se faire accompagner naturellement par des institutions stratégiques ou des pays, des partenaires stratégiques comme la France. Quelle est la deuxième alternative? Ça, c'est la première alternative. Deuxième alternative, qu'ils prennent le risque, comme il est en train de le faire, parce qu'il tend la main. Il y a un dialogue qui avait été naturellement lancé, mais un dialogue qui a volé en éclat, dans la mesure où la Zenzi, qui est à l'origine de cette révolution, avait catégoriquement refusé de venir autour de la table pour négocier, notamment avec le président André Rajoel. Donc aujourd'hui, s'il ne peut pas démissionner, il peut par exemple rester là où il est
et appeler à un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue notamment pour associer tout le monde. Et là, il cède une partie de son pouvoir. Donc, l'une des conséquences de ce cadre de dialogue pourrait être que s'il y a un gouvernement à mettre en place, que la GENZI, que les militaires actuellement qui contrôlent la situation se partagent. Donc ça veut dire que le pouvoir sera équitable. Parce qu'on a compris qu'il y avait une concentration du pouvoir, une gabegie financière, des détournements de fonds. Donc les services publics ont été bafoués. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et la jeunesse autour de GENZI donc s'est organisée et est parvenue à cette révolution qui aujourd'hui est en train de faire tomber le pouvoir de Andry Rajoel. Alors la dernière alternative, parce qu'il ne faut pas aussi crier victoire pour l'instant pour eux et les militaires, l'élite qui est en train de contrôler la situation et la génération Z. Pour l'instant, parce que vous savez que cette organisation n'a pas une structure, n'a pas, si vous voulez, de représentativité, il n'y a pas de présidence. Hein? Ce sont des porte-paroles. Il y a 30 porte-paroles, une coordination à l'interne, bien organisée, bien structurée. Et un mouvement qui n'existe pas qu'à Madagascar. On a du côté du Maroc également. Oui, du côté du Maroc. Comme si c'était une révolution africaine maintenant. Oui, une révolution africaine. Vous savez, on parle de la génération Z, c'est-à-dire que la dernière génération. Ce sont des jeunes nés entre 1999 l'an 2000 et jusqu'à maintenant. Donc c'est la dernière génération, la génération smart, c'est-à-dire hyper connectée, si vous voulez, à Internet, aux nouvelles technologies de l'information. Une génération avec une nouvelle vision. Une nouvelle vision aujourd'hui qui veut faire, qui pense réussir là où les politiques classiques ont échoué. Donc le dernier scénario à Madagascar, c'est-à-dire que soit par la négociation ou que les militaires peut-être se rétractent et essayent d'achever, si vous voulez, la prise du pouvoir qui est en cours. Donc ce sont les 3 scénarios qui pourraient peut-être aider Madagascar. Mais le dernier, c'est que si jamais la crise perdure, l'instabilité va s'installer et il y aura des factions qui vont naître, ce qu'on ne souhaite pas pour ce pays qui est riche, il faut le dire, qui a beaucoup de mines, mais des mines qui ont été bradées, notamment par Andry Rajoel. Oui, Yamoussa Cheikh Camara, est-ce que vous partagez ces 3 approches annoncées par Omphale Guilavogui, la démission, rester, faire appel à la communauté internationale? Bon, la démission, c'est ce qui a été demandé, d'accord, lors de ces manifestations de protestation. Mais ce qu'il faut d'abord signaler, il faut comprendre, moi je suis d'accord peut-être avec la première alternative, puisqu'un fantôme ne peut pas diriger un pays. Aujourd'hui, Rajoel est devenu président fantôme à Madagascar, puisque personne ne sait où se trouve-t-il. On nous parle de son exfiltration par le canal du RFI qui nous disait qu'il a été exfiltré par un vol militaire français. D'accord, ce qui jusqu'ici reste à vérifier, puisque les Français ont fait une déclaration comme quoi ils ne vont pas intervenir militairement dans cette affaire malgache. Alors, où se trouve Andry Rajoelina? C'est la question aujourd'hui qui se pose. Selon ses proches, il est toujours au pays, mais selon les informations qui circulent à travers les sites d'information un peu partout dans le monde, il n'est pas au pays. Donc, quelque part, il a perdu, s'il n'est pas au pays, il a perdu le contrôle, puisqu'on ne peut pas quitter son pays pour avoir une même mise sur ce pays-là, étant donné que la situation, elle est en train de jour en jour de s'enliser. Aujourd'hui, les manifestations, les mobilisations, même si les manifestations n'ont pas la même portée, mais les mobilisations continuent de ce côté-là. S'il y a aujourd'hui coup d'État, le mot coup d'État a été annoncé pour la première fois par Andry lui-même, puisque jusqu'ici il a parlé de tentative de coup d'État. C'est lui qui a parlé de tentative de coup d'État. C'est lui qui nous a dit qu'il avait appris selon ses sources que les militaires voulaient attenter à sa vie. C'est ce qui d'ailleurs justifie aujourd'hui, peut-être pouvons-nous le dire, c'est ce qui justifie son exil aujourd'hui prématuré. Alors, coup d'État ou pas, chez les militaires, vous l'avez rappelé Abdallah,
il n'y a pas de coup d'État. Le militaire, selon lui, a joué son rôle de protéger la population, puisqu'il faut quand même le comprendre, c'est son rôle régalien de protéger les citoyens et de protéger leurs biens. Alors, s'il y avait tentative de coup d'État pour ces militaires, et voilà, je croyais qu'après l'annonce par rapport à l'exil de Rajoelina, ça pouvait être une aubaine ou une opportunité pour eux de prendre le pouvoir, écourter le mandat de Rajoel et de profiter de cette situation pour remettre le pays à l'ordre. Mais ce qui est pour le moment sur la table, c'est que ces manifestations qui ont viré à manifestations politiques, c'est-à-dire des manifestations citoyennes qui ont viré à manifestations politiques, aujourd'hui on demande la démission du président Andry Rajoelina. Même si chez le président, dans son discours, cette piste semble être écartée pour le moment, ce n'est pas une bonne piste pour lui, puisqu'il ne s'est pas favorablement déclaré en faveur de cela. Mais la première alternative donnée tout à l'heure par Mfanli me semble être la bonne. Et puisqu'aujourd'hui, si... Donc démissionner, laisser les militaires conduire une transition. Pas laisser les militaires conduire une transition, puisque, attention, on peut laisser, parce que premièrement, ce qui a été fait, il faut quand même comprendre que ce n'est pas les militaires qui ont mené ces manifestations, d'accord? Et donc, s'il doit y avoir des tentatives de coup d'État, cette tentative de coup d'État doit venir de la rue. Donc, de la base rue ne peut pas mener un coup d'État, citoyens. Et donc, la rue ne peut pas mener un coup d'État. Parmi les civils... Le coup d'État, il est toujours militaire, hein, attention. C'est le rôle des militaires. Rarement, on assiste à des coups d'État civils. Les militaires, sinon, les coups d'État civils aussi militaires, existent. pour le moment, n'ont pas dit qu'ils ont pris le pouvoir. Et c'était pas les militaires qui ont été à la base de toute cette manifestation qui a conduit aujourd'hui Andry à l'exil. Donc moi je crois que c'est la génération Z, et cette génération est composée que des civils. Il faut quand même comprendre que parmi ces civils, vous créez une récupération. Il n'y a pas de récupération. Je ne parle pas de récupération. On parle de récupération, c'est quand peut-être il peut y avoir des politiques qui jusqu'ici, c'est vrai que derrière, ces politiques sont en train de se rapprocher de cette génération pour se frayer chemin. Mais ce qui est sûr, là où les militaires refusent de s'assumer pour le moment, pour dire qu'ils veulent prendre le pouvoir à travers un coup d'État, puisque la piste de coup d'État, il faut quand même le comprendre, est écartée aussi chez les militaires. Ils ne veulent pas s'assumer. Alors, ceux qui demandent aujourd'hui la démission du président Rajoelina, c'est la génération Z qui demande. Et au sein de cette génération-là, je crois, cette génération est composée que des civils. Et vous ne pouvez pas, moi, me dire qu'il n'y a pas d'hommes au sein, d'accord, parmi ces civils-là, qui peut contrôler, occuper, diriger le pays. On peut peut-être se limiter en ce moment par rapport à la nomination d'un Premier ministre consensuel, peut-être un Premier ministre qui viendra de cette génération, qui peut-être pourra essayer de conduire la transition. De calmer les ardeurs, puisque pour le moment c'est... Non, mais conduire une transition. Alors, avant la fin de son mandat, c'est une transition. Alors, ou de conduire une transition, peut-être on peut s'en passer du poste du président en attendant de trouver un Premier ministre qui peut conduire pour le moment les affaires. Puisque si nous regardons un peu la situation du côté même de ceux qui ont mené des manifestations, que le pays soit dirigé par un militaire ou par des militaires, ce n'est pas l'option. On dit que les militaires, c'est vrai, on rejoint le mouvement pour peut-être essayer de remettre l'ordre, d'accord, mais que le militaire dirige un gouvernement, ce n'est pas aujourd'hui la bonne option du côté de Madagascar. Mais qu'est-ce qu'on va proposer comme solution à l'absence d'un président de la République qui en partie a perdu une partie du contrôle du pays? Moi, soit Andry Rajoelina démissionne et puis on trouve un Premier ministre par consensus qui va diriger le mandat qu'il reste afin de pouvoir organiser les élections peut-être dans l'avenir. Les militaires jusqu'ici ont décidé de jouer le rôle de protéger la population et de son bien. Moi, je crois qu'ils ont joué ce rôle et ils peuvent rester là. Si cela peut faire revenir la paix dans le pays, mais n'importe quel
citoyen civil peut conduire, d'accord, cette transition à l'absence de Rajoelina qui a déjà quitté le pays parce que, je le disais tantôt, un fantôme ne peut pas diriger le pays. On voit de sortes de récupération aujourd'hui qui sont en vue parce que l'ancien président aussi, Ravalo Banana, a rejoint la rue récemment avec le même mouvement. Il était à la place du 13 mars. Rajoelina aussi est venu à travers le même mouvement. À travers un coup de force. Hein, merci. Il est venu à travers un coup de force. Donc, on parle de la génération Z, de la génération Z, la dernière génération qui a compris aujourd'hui que ceux de par le passé qui nous ont gouvernés ne peuvent pas être la solution de nos problèmes au présent. Alors, s'il y a une sorte de récupération, peut-être aujourd'hui aussi, ce n'est pas une piste à exploiter pour les Malgaches. La seule chose aujourd'hui qu'on demande, c'est la démission du président Andry Rajoelina. Et puisque, selon eux, c'est simplement cela qui peut faire en sorte que la paix revienne dans le pays. Mais si, aujourd'hui, Rajoelina qui appelle au respect de la Constitution, étant donné que de par le passé, on sait comment il est venu par un coup de force, et à cela qu'il a écarté Ravalo Manana au pouvoir en 2009, et lui aussi, il s'est autoproclamé après peut-être le départ de celui-ci. Aujourd'hui, il appelle au respect de la Constitution, et s'il n'est pas au pays, normalement, il doit comprendre qu'il a perdu le contrôle. Donc, cette première alternative évoquée ou proposée par Amfali est la bonne, puisqu'on ne peut pas quand même dire que sans Rajoelina, on va passer le pouvoir aux militaires. Les militaires qui, pour le moment, refusent de cautionner le mot coup d'État. Coup d'État, il faut le dire, comme Platon le rappelait, la démocratie est la dictature de l'ignorance. La pub derrière, on poursuit ce débat sur Kavi TV et Kavi Radio. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé?
C'est ce nom mon papa m'a donné, donc j'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc j'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité. Vous avez suivi les différents sujets à l'ordre du jour. Nous sommes dans la dernière partie. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez en marche. En tout cas, vous nous rejoignez dans cette émission. Le scanner en politique, c'est la majorité qui fait la soupe. Le reste fait la grimace, disait l'autre. En France, c'est un rebondissement des plus spectaculaires sur la scène politique. 2 jours après sa démission, Sébastien Lecornu a été reconduit à son poste de Premier ministre. Un choix assumé par le président Emmanuel Macron malgré les critiques. Le chef du gouvernement a présenté une nouvelle équipe baptisée Lecornu 2 après la rupture avec sa première
Mais ce gouvernement remanié est déjà sous pression. Le Rassemblement national a aussitôt exclu de ses rangs les membres devenus ministres à gauche comme à droite. Comme à l'extrême droite, j'y arrive, les menaces de censure et les tensions politiques s'intensifient aussi. Que peut-on attendre de ce nouveau gouvernement français dans un climat aussi divisé, Mfali Kilavogui? Oui, une crise multidimensionnelle, puisque aujourd'hui Emmanuel Macron est acculé, est pointé du doigt, si vous voulez, un peu partout, à travers cette crise. Beaucoup pensaient qu'il pouvait peut-être jeter son dévolu sur un autre homme d'État, mais il a préféré le Cornu donc qui a mis en place, vous l'avez dit, un gouvernement de 35 membres. 35 membres, la semaine passée je le disais, j'ai dit ce qui peut peut-être l'aider, c'est de mettre en place un gouvernement de coalition, un gouvernement où on peut par exemple retrouver non seulement des intellectuels, des hommes d'affaires et tant d'autres pour pouvoir apaiser les tensions. Donc ce qu'il est parvenu à faire. Mais vous l'avez aussi rappelé, aujourd'hui il y a des pressions de part et d'autre, puisque vous voyez... Les républicains notamment, qui ont exclu 6 membres nommés ministres. Voilà. Aujourd'hui qui se rétractent et qui rougissent dans la mesure où qui pensent que le Cornu n'a pas de marge de manœuvre. Parce que le Parlement, tel qu'il se présente aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Non seulement le parti au pouvoir n'a pas la majorité, le Rassemblement national n'a pas la majorité, la gauche aussi n'a pas la majorité. Donc le Cornu a du pain sur la planche dans la mesure où il y a déjà des menaces qui planent. Il y a la gauche qui veut le faire tomber. Vous l'avez rappelé, il y a également... parle de censure. Oui, de censure, de motion de censure. Il y a un peu partout quand même, il y a, si vous voulez, cette menace qui plane encore sur sa tête. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail de fond qu'il doit mener, notamment en faisant une manœuvre en tendant la main vers les socialistes, vers les centristes, en négociant au niveau du Parlement. Parce qu'en France, aussi ce qui fait un peu la complexité de la démocratie française, c'est que là-bas, ce sont les institutions. Le jeu démocratique s'adosse naturellement sur les institutions, comme dans la plupart des grandes démocraties. Donc aujourd'hui, s'il ne le fait pas, le budget qui est attendu, parce qu'il devra le faire avant Noël. Voilà, donc... Parce que sa principale mission, c'est de voter un budget avant la fin de l'année. Mais à ce niveau aussi, il y a un travail de fond. Parce que le budget, si le budget n'est pas équilibré, il présente un budget déficitaire, je crois que ça ne passera pas à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, il a quand même du pain sur la planche. Il doit non seulement réunir, il doit présenter un budget qui va être accepté par l'ensemble de la classe politique française. Donc ça fait un peu la complexité. Mais derrière tout ça, il y a un jeu. Il y a un enjeu plutôt. Mais surtout ce rebondissement. L'enjeu, c'est les présidentielles qui s'annoncent. Parce que même au sein du parti au pouvoir, il n'y a plus d'entente. Parce que vous avez Gabriel Attal, pendant cette crise-là, vous avez certainement entendu quand il dit que le président doit accepter de partager le pouvoir. Donc l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est qu'il y a une guerre de positionnement même au sein du parti présidentiel pour la présidentielle à venir. Une guerre que veut exclure Sébastien Lecornu. Il a dit qu'il veut un gouvernement de mission. Un gouvernement de mission, axé sur la politique et les repositionnements. Il a quand même rappelé à plusieurs reprises. Oui, et c'est pourquoi aujourd'hui, il doit tout faire pour envoyer vers lui non seulement le Parti socialiste, mais aussi les centristes. Comme ça, ça pourrait peser dans la balance, même au niveau de la représentativité, au niveau du Parlement. Au cas échéant, je pense que c'est un gouvernement
qui n'aura pas longue vie, un gouvernement qui va être censuré. Oui, Yamoussa Cheikh Camara, est-ce que vous pensez la même chose, que le Cornu a encore du pain sur la planche et qu'il aura du mal à convaincre les différentes parties? Je veux parler de l'extrême gauche, l'extrême droite, je veux parler des LR et du Rassemblement national. Alors, du côté des écologistes d'ailleurs, donc il n'y a pas match parce que là, il faut comprendre qu'on voulait vraiment un Premier ministre qui devrait sortir dans les rangs de la gauche, donc ce qui n'a pas été le cas. Mais pour le cas des Cornus, on a compris, il a été premièrement nommé Premier ministre et il a démissionné puisque pour lui, le moment n'était pas opportun pour assumer cette fonction. Alors, il a été chargé de mener une plateforme de consultation pour approcher les partis afin de pouvoir donner la chance à une sorte de stabilité dans le pays. La crise politique, elle reste existante aujourd'hui, même après sa deuxième nomination. Alors, ce gouvernement, les Cornus 2, est composé, vous allez le comprendre, de ministres politiciens et donc aussi des techniciens. Aujourd'hui, la mission, ce gouvernement a deux missions principales. La première, c'est de déposer aujourd'hui un budget, dans les temps, afin de pouvoir donner chemin aujourd'hui à la censure proposée par l'opposition. Alors, vous allez comprendre que des partis comme la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon et puis le Rassemblement national également et l'UDR ont déposé leur motion de censure comme quoi ils ne sont pas d'accord avec cet autre gouvernement. Le Rassemblement national voilà, aussi. Le Rassemblement national aussi. Le Rassemblement national qui est RN de Marine Le Pen, justement. Et donc, à ce niveau, il va y avoir donc des contestations politiques vont continuer à exister. Le Cornu doit essayer de suivre, d'étaler sa feuille de route pour pouvoir sortir le pays de cette crise, puisque lui-même, il a dit dans son discours, il faut qu'on accepte de se faire passer de la crise politique qui mine aujourd'hui le pays. Il y a derrière cette histoire de dissolution également de l'Assemblée nationale. Alors pour de nombreux observateurs, c'est pas aussi une piste à exploiter, sinon que d'augmenter ou de rallonger la liste de crises qui existent, d'instabilité dans le pays. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a aussi jeté son dévolu sur les Cornus. Enfin, il a dit le Cornu a donc du pain sur la planche. Oui, parce qu'on a l'impression que Macron n'a pas d'autre solution. La seule solution, c'est Sébastien Le Cornu. Voilà, toutes les solutions de Macron, c'est Le Cornu. Voilà, même les macronistes aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Donc, il y a une sorte de méfiance au sein même du parti du pouvoir, du parti au pouvoir, je vais dire. Et donc, les Cornus aujourd'hui, c'est l'homme de Macron. Donc, Macron, en quelque sorte, s'efface. Il met le Cornu devant, puisque s'il a été mandaté pour mener ses consultations, à l'issue de quelles consultations il a été renommé pour une deuxième fois pour former un autre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Le Cornu 2. Je crois qu'aujourd'hui, il mesure un peu la portée de la situation et il est en train peut-être d'occuper le devant pour pouvoir rapprocher les partis. Mais quand cela ne tienne, les partis qui sont comme la France Insoumise, le Rassemblement national, entre autres, et puis les socialistes qui sont là, pour le moment, refusent de fumer le même calumet que de ce gouvernement, de ce gouvernement, le Cornu 2. Et donc, à ce niveau, il va y avoir un problème. Non seulement la présentation d'un budget dans les temps, mais aussi éviter la censure proposée par ces politiques-là. Donc ça va être un peu compliqué, non seulement pour lui, et tant qu'il est aujourd'hui l'homme de la situation, puisque Emmanuel Macron, il faut le dire, n'est plus écouté par ces forces politiques-là. Ouais. Donc le Cornu doit jouer un grand rôle pour pouvoir faire en sorte que l'Assemblée reste la même, c'est-à-dire pour éviter cette dissolution déjà proposée, et puis revoir cette réforme des retraites. Voilà, cette réforme des retraites, tous les problèmes. Cette réforme des retraites surtout, il faut peut-être la suspendre, puisque vous vous rappelez, lors même de sa première nomination, lui-même il a dit au président de la République qu'il faut revoir cette partie-là, puisque ça pose problème aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut la suspendre, cette réforme des retraites de 2023, est-ce qu'il faut la suspendre? Ce sont entre autres des questions qui se posent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut quand même le comprendre. C'est vrai,
que son gouvernement vient d'être formé, mais le gros boulot, le gros travail est devant. Le Cornu aujourd'hui doit tout faire pour trouver à la France un budget, d'accord, digne de nom, un budget qui sera accepté de tous, un budget qui va peut-être, qui sera apprécié aussi, non seulement par toutes ces forces politiques, mais donc il faut se faire passer de cette crise politique. Il faut quand même comprendre que tout ce qui se passe, ce qui est important aujourd'hui, c'est la stabilité. C'est la stabilité en France. Et je crois que c'est la mission principale. Et pour réussir cela, le Cornu lui-même doit tenter vraiment de se faire passer de cette crise politique, puisque ça dépasse aujourd'hui peut-être même les politiques, puisqu'au-delà, il y a la France qui est là, et le président aujourd'hui ne plus écouté. Si lui, il a pu réussir à mener ses consultations préalablement qu'on lui avait confiées, alors aujourd'hui, en tant que Premier ministre nommé pour la deuxième fois, je crois qu'il doit y avoir une marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre. Oui, je pense qu'il y a quand même des éléments aujourd'hui qui sont en faveur de Sébastien Lecornu. Vous savez qu'il fait partir des fidèles parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Et au-delà, quand il a démissionné, il était le seul qui a mené, si vous voulez, le dialogue. Donc, pour pouvoir trouver une solution. Et on estime que... Et c'était fracassant pour Macron. Voilà, et on estime qu'aujourd'hui, il est certainement l'homme de la situation, dans la mesure où s'il est parvenu notamment à concocter, si vous voulez, un budget qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Donc il pourrait peut-être aider Emmanuel Macron, notamment à rapprocher certaines positions. On sait quand même que et la gauche et la droite restent, si vous voulez, intraitables sur leur position. C'est la censure. Et ils brandissent déjà, si vous voulez, ce chiffon pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Mais une fois encore, je pense que Lecornu, s'il parvient à très bien négocier avec les socialistes, les centristes, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'il pourrait peut-être aider Emmanuel Macron à tirer son épingle du jeu et jusqu'à notamment l'organisation des prochaines présidentielles. Au cas échéant, je pense que, parce que vous constatez, le pays, on va en France, le pays va de crise en crise, de crise en crise, ce qui est très malheureux aujourd'hui. C'est même, si vous voulez, le pouvoir qui est menacé, le pouvoir d'Emmanuel Macron qui est menacé. Donc il doit lui laisser la main libre à ce qu'il essaye de trouver une solution idoine. Ça ne va pas être facile pour lui, parce que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée dans une démocratie où les institutions restent fortes, je pense que ça devient assez complexe pour Lecornu. Donc une patate chaude dans les mains de Lecornu, Fatou Kébé. Exactement, Abdallah, parce que ce rebondissement, cette reconduction de Lecornu, de Sébastien Lecornu, moi je crois que n'est pas très favorable à une sortie de crise avec cette situation qui est très tendue. La sphère politique française est très tendue en ce moment. Lecornu, même si lui, il accepte cela, il dit qu'il accepte la mission par devoir, mais il faut quand même rappeler et reconnaître qu'il a vraiment du pain sur la planche, parce qu'au sein du Parlement, il y a assez de contestations. Et la gauche et la droite qui contestent même Lecornu lui-même, parce que c'est un macroniste selon eux. Donc à ce moment-là, moi je crois que Lecornu, sa reconduction ne sera pas très favorable pour une sortie de crise en France. Et Macron, parce que c'est le pouvoir de Macron lui-même qui est contesté. Sa démission a été demandée par, comment on appelle, les manifestants depuis un certain temps. Et s'il croit que Lecornu est l'homme de la situation, cela reste à revoir de par sa façon de faire, même si il est quand même stratégique, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il y a des menaces de censure. Donc cette motion de censure, si elle est demandée aujourd'hui par le Parlement,
je crois qu'on risque d'aller encore une fois à une dissolution du gouvernement. À part Sébastien Lecornu, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Emmanuel Macron a une autre marge de manœuvre? Est-ce que vous l'estimez? Non. À part Lecornu, parce qu'on comprend que c'est la seule solution. C'est la seule solution qu'il sort, parce qu'il se rabat carrément sur Lecornu. D'abord, avoir même la situation. Lecornu a été nommé 48 heures pour la négociation. Oui. Avant même la fin de ces 48 heures, il est reconduit encore Lecornu. Donc c'est pour dire et Lecornu aujourd'hui, moi je crois qu'il a été comme... Mais il a dit, si ce n'est pas... C'est comme un manque de choix. Cette reconduction-là, il pouvait dire non à cela. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte que Macron se rabat carrément sur lui pour pouvoir gérer la situation. Et comme on le dit, la nuit porte conseil. Peut-être c'était pour Emmanuel Macron de laisser du temps à Lecornu, qui pour le moment a été effrayé par l'ampleur des choses. Parce qu'ils ont pris de longues heures. Lors de sa première nomination, il faut quand même dire que c'était chaud. Donc, et pour quelqu'un comme ça, qui était appelé pour, dans l'immédiat, résoudre tout le problème et faire appel, asseoir une instabilité dans le pays. Donc, une stabilité dans le pays. Il avait besoin de se préparer. Et moi, je me dis, ces consultations peut-être qu'il avait menées auprès de ses forces politiques, peut-être lui a fait une ouverture, d'accord, a fait une ouverture à Lecornu, peut-être de pouvoir approcher les enjeux, la portée des choses et de se repositionner lui-même. Mais qu'à cela ne tienne, ces contestations de la gauche, de la droite, ça va exister, puisque quand nous prenons les partis comme la LFI, la France Insoumise, et puis le RN de Marine Le Pen, on connaît aujourd'hui que la position de ces partis, elle est très catégorique. Fatou Kébé l'a rappelé tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas la nomination de Lecornu en tant que Premier ministre. Le problème, c'est Macron lui-même. C'est la tête de Macron qui est mise à prix. Donc, pour ces partis-là, il faut vraiment une démission peut-être précipitée. Pousser Macron à la démission. Pousser Macron à la porte pour anticiper la présidentielle. C'est aussi la mission de certains politiques français. C'est pourquoi on le dit, il faut tout faire aujourd'hui, tout pour éviter d'aller vers la dissolution, puisque la dissolution aussi de l'Assemblée nationale risquerait de crisper, de cristalliser, s'il faut dire, la crise politique qui existe déjà. Qui existe déjà, il faut le rappeler. Donc nous allons en tout cas ensemble suivre l'évolution de ce côté. Est-ce que Sébastien Lecornu pourra être ou aura la baguette magique pour résoudre ces différentes crises au sein de la France? Aujourd'hui, voilà toute la question qui se pose de ce côté. Est-ce que Macron pourra résister à cette vague de censure qui existe du côté du Parlement? Est-ce qu'il pourra résister à ces différentes forces politiques? Quand même, la question, ce sont des questions qui restent pour l'heure posées. Oui, des questions qui restent posées. Parce que toutes les manœuvres comme on appelle, de ces différents partis, comme on appelle du Parlement, ce qu'ils visent, c'est la démission, je crois bien, de Macron. Voilà, Macron. Et aujourd'hui, il faut dire que le parti aussi est complètement, et non seulement le pouvoir est affaibli, mais au sein du parti, il y a une guerre de tranchées. Oui. Une guerre de tranchées pour les présidentielles de 2027. Quand c'est comme ça, je pense que ça devient assez complexe, parce qu'il faut en même temps faire face aux différentes crises qui naissent, mais si à l'interne, au sein de votre formation politique, il y a déjà des guerres de positionnement par rapport à la présidentielle de 2027, je pense que ça devient assez compliqué. Donc Emmanuel Macron, pour moi, doit laisser Sébastien Lecornu mener à bien, si vous voulez, ce qu'il vient de commencer, puisque lui-même il a dit que c'est un gouvernement de mission et qui est là pour des objectifs bien définis et que le gouvernement puisse aller à terme, donc des actions déjà entamées. Et sinon, je pense que c'est un gouvernement qui n'aura pas encore longue vie et qui ne fera que quelque temps et qui va retomber. On doit laisser finir sa mission et conduire sa mission. Conduire sa mission, très important. En tout cas, c'est un détail qui est très très important. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, la radio et la télévision, c'est l'heure où nous sommes
à la fin de ce numéro du scanner, le deuxième de la semaine, il faut le rappeler. Merci à Moussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci au peuple de Guinée. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mfali Guilavogui, journaliste masterant en communication politique et publique. Oui, merci beaucoup aux co-débatteurs, merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, et merci à vous également, à la direction et à la présidence donc de la direction de cette maison de radio et de télévision. Merci à vous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous également, à la réalisation, à la technique. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. Pourquoi pas avec d'autres acteurs sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. À très vite.